Qui serais-je si j'avais grandi seul, coupé des hommes, dans un lieu perdu, loin de tout ? Une simple interrogation que certains d'entre vous se sont peut-être déjà posée. Sans l'éducation et la culture avec laquelle nous avons grandi et continuons de le faire, serions-nous des mammifères comme les autres ? Que serions-nous devenus dans de telles conditions ? De la légende de Romulus et Rémus, les fondateurs de Rome élevés par une louve, aux aventures de Mowgli, cette question n'a cessé de hanter l'humanité. Fruit de fantasmes en tout genre, la fiction s'est rapidement emparée de ce concept pour tenter d'en imaginer les conséquences. Au XXe siècle, l'histoire de Tarzan fut sans doute la transcription la plus populaire de cette interrogation universelle. Des anthropologues au grand public, ce personnage né au début du siècle dernier a fasciné toute une époque. Blanche-Neige et les Sept Nains, sorti en 1937, marque le point de départ de la longue aventure du studio Disney. Un grand voyage qui, presque un siècle plus tard, ne s'est toujours pas arrêté et ne semble pas près de le faire. Avec une telle ancienneté et une telle présence dans le monde, la plupart des enfants, peu importe leur génération, ont grandi avec des films du studio Disney. Alors que le studio dominait largement le marché de l'animation, le passage à l'an 2000 va tout de même venir bouleverser l'équilibre des choses, avec notamment une utilisation de plus en plus poussée de la 3D. Tarzan, le 37e long métrage des Walt Disney Animation Studios, marque en effet la fin d'une décennie plus que fructueuse pour les studios, avec, dans l'ordre de sortie, Bernard et Bianca, La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion, Pocahontas, Le Bossu de Notre-Dame, Hercule, Mulan et enfin Tarzan qui conclut donc ces 10 années de production. Cependant, Disney ne le sait pas encore, mais ils sont en passe de perdre leur suprématie dans le monde de l'animation. En effet, les résultats de Toy Story et Mille et une pattes qu'on doit à Pixar montrent déjà les prémices du tsunami 3D qui les attend à partir des années 2000. Mais avant de se plonger dans le film d'animation, voyons rapidement d'où vient le mythe de Tarzan. Tarzan est un personnage de fiction créé par Edgar Rice Burroughs dans le roman Tarzan, Seigneur de la Jungle, paru en 1912. Son roman rencontrera un grand succès et laissera naître en tout 26 volumes qui suivront les aventures de l'enfant sauvage le plus connu de tous les temps. Le cinéma s'empare alors très vite de Tarzan pour en faire l'un des tout premiers super-héros avant que la bande dessinée parachève le mythe. Pas moins d'une quarantaine de films, tous en prise de vue réelle, sont produits avant la sortie du classique des Walt Disney Studios. Dans le lot de toutes les adaptations cinématographiques, la première faite en live remonte à 1918 avec Tarzan chez les singes, la dernière étant le Tarzan de 2016 réalisé par David Yates. Cependant, le plus fidèle au roman d'origine reste Greystock, la légende de Tarzan en 1983, avec Christophe Lambert dans le rôle de Tarzan. Pourtant, c'est surtout Johnny Weissmuller qui reste à jamais gravé dans la mémoire des spectateurs. Ancien championne olympique de natation, il incarne le personnage de Tarzan entre 1932 et 1948 et reste surtout à l'origine d'un apport essentiel à la mythologie, le fameux cri. L'opus de Disney représente ainsi la première incursion du personnage en film d'animation. Confié aux mains de Kevin Lima et Glenn Keane, le produit final s'avère être un bijou d'animation dont les qualités visuelles sont encore admirées aujourd'hui. Tarzan fait partie des rares longs métrages de la compagnie à avoir été réalisé en partie chez nous, en France, au studio de Montreuil. Créé dans les années 80 par Gaëtan et Paul Brizy, le studio est intégré en 1994 à Walt Disney Feature Animation. Suite à cela, ils vont travailler sur des films comme Le Bossu de Notre-Dame, Hercule ou encore Frères des ours. L'animation du film fut donc réalisée sur 2 continents différents, la grosse majorité au studio de Burbank en Californie et l'autre à Paris, principalement concentré sur le personnage de Tarzan et dont l'animation fut confiée à Glenn Keane. C'est d'ailleurs l'animateur en personne qui décida que Tarzan devait être animé à Paris. Glenn Keane partit donc plusieurs mois en France et c'est ainsi qu'il découvrit les magnifiques statues de l'Opéra, du Pont-Neuf et du musée d'Orsay, ce qui l'inspira fortement pour l'anatomie et le style du personnage. Car il faut également le souligner, Tarzan est un des rares protagonistes masculins adultes et presque totalement nus. Alors quoi de mieux comme modèle que les statues et sculptures qu'on peut retrouver dans la ville parisienne. L'autre inspiration de Tarzan viendra du fils de Glenn, alors amateur de skate et de snowboard. Ce serait en voyant son fils sur sa planche que l'animateur aurait eu l'idée de l'animation la plus célèbre du film,
Tarzan en train de surfer sur les branches d'un arbre. De plus, la technique de l'animation permet également de faire se déplacer le personnage comme jamais il ne le fut auparavant. La liberté infinie que permet l'animation autorise Tarzan à faire d'énormes sauts, de prendre des lianes avec ses pieds ou encore de se mouvoir de manière ultra dynamique, etc. Et ce qui va rendre l'animation bluffante, c'est l'utilisation d'un nouveau procédé graphique pour les décors du film, le Deep Canvas. En effet, les réalisateurs voulaient créer des décors qui soient aussi plaisants que leur personnage principal. Étant donné le dynamisme de son animation, les décors se devaient d'être en 3D pour accompagner le mieux possible la gestuelle de Tarzan. Mais en même temps, il fallait qu'il se rapproche le plus possible des décors 2D afin de ne pas trop contraster avec l'animation. C'est alors que le procédé Deep Canvas entre en scène. Ce logiciel permet de déplacer la caméra fictive dans les décors et de suivre le personnage lors de ses déplacements. Il s'agit en fait de décors réalisés en 3D qui sont ensuite littéralement peints à la main sur ordinateur. Le rendu est alors ultra crédible, on a vraiment l'impression de se déplacer dans un environnement fait de peinture. En somme, l'animation de Tarzan est quasiment parfaite, et sa grande qualité s'apprécie également grâce à son décor. La jungle n'est jamais apparue aussi vivante, fouillée et dense en animation que dans ce film. Les plans et leur composition sont sublimes, et on doit environ 450 décors au studio français sur les 1500 au total. Ce 37e long métrage est assurément le projet le plus ambitieux sur lequel n'ait jamais travaillé le studio de Montreuil. Pendant 23 mois de travail intensif, plus d'une centaine d'artistes de 15 nationalités différentes réalisent un tiers du film. Bien sûr, et comme très souvent chez Disney, ce n'est jamais l'animation qui marque les esprits, mais bien évidemment les chansons et musiques du film. Tarzan est clairement une anomalie musicale lorsqu'on le compare aux autres productions Disney, et cela pour une raison évidente, à vrai dire tellement évidente qu'on y fait à peine attention. Tarzan ne chante pas. Et oui, car dans l'écrasante majorité des longs métrages, ce sont les personnages principaux qui interprètent les chansons. Or ici, on fait face à un protagoniste qui, à l'origine, ne sait pas parler. Kevin Lima et Chris Buck voulaient dès le début que les chansons de Tarzan s'éloignent de ce qu'avaient fait les studios ces derniers temps, c'est-à-dire tout l'aspect comédie musicale façon Broadway, où les personnages chantent devant l'écran. Ils étaient persuadés que voir un homme singe vêtu d'un pagne aurait été contradictoire avec le ton du film, et c'est pourquoi ils sont allés chercher Phil Collins pour s'occuper de l'écriture des chansons. À l'été 95, les réalisateurs le rejoignent en Suisse, où il habitait, pour lui présenter le projet. Le chanteur-compositeur ne se fait pas prier, il lit le livre ainsi que les traitements apportés à l'histoire par Disney, et accouche quasiment de suite de 3 chansons. La première est Enfant de l'homme, qui voit Tarzan passer de l'enfance à l'âge adulte, tout en apprenant à se servir de ses facultés physiques et intellectuelles. Bien rythmée tout en faisant avancer l'histoire, elle est assurément la plus réussie du long métrage. La seconde est Jungle Jazz, qui sert lors du saccage du camp par Toc, Tantor et les autres gorilles. Si elle est amusante et sert de respiration avec un bon rythme, elle est tout de même anecdotique, tant d'un point de vue de l'histoire que de ses paroles. Tout ce que tu fais, je le ferai. Apprends-moi ce que je ne connais pas. La troisième est Je veux savoir, qui fait là aussi avancer le récit en montrant l'évolution de Tarzan dans l'apprentissage de la civilisation ainsi que dans la manière dont sa relation avec Jane évolue. 2 autres chansons viendront ensuite s'ajouter, Toujours dans mon cœur, la berceuse de Kala pour endormir le jeune garçon, et Entre deux mondes, la superbe ouverture et fermeture du film. Cependant, certains pointent du doigt le fait que ce soit Phil Collins lui-même qui les interprète. Sa voix trop reconnaissable nuirait à l'immersion du spectateur en le ramenant à la réalité, alors qu'il devrait être totalement plongé dans la jungle. De plus, Phil Collins a décidé de doubler toutes ses chansons en version française, espagnole, allemande et italienne. Une performance à souligner, mais est-ce vraiment réussi ? On ressent assez rapidement que l'interprète ne comprend pas ce qu'il chante, et pire, rend certaines paroles peu limpides, au point d'en gêner la compréhension et de leur faire perdre toute leur force narrative. Mais est-ce vraiment gênant ? C'est évidemment une question de goût, et je pense que l'âge auquel vous découvrez le film joue énormément. Pour ma part, l'ayant découvert très jeune et en VF, je trouve les chansons excellentes, et même aujourd'hui, je prends plus de plaisir à écouter celles en français, puisque ce sont les versions avec lesquelles j'ai grandi, tout simplement. Enfin, et toujours dans la bande originale, il faut saluer la musique instrumentale de toute beauté signée Mark Mancina,
Le musicien sait parfaitement embrasser les rythmes et mélodies de Phil Collins en restituant des ambiances superbes, magnifiant les scènes et permettant un passage des parties chantées aux parties parlées en toute fluidité. Lors de sa sortie, Tarzan est acclamé pour ses prouesses techniques, pour la modernité de son propos et du portrait dressé au personnage mythique de l'homme-singe. Le public est lui aussi convaincu. Aux États-Unis, Tarzan rapporte 34 millions de dollars la première semaine et 171 millions au total. Cependant, cette année-là, il ne sera qu'à la 3e place du classement, avec devant lui Toy Story 2 de Pixar et Sixième Sens du réalisateur Night Shyamalan, qui récolta 293 millions de dollars. En France, le film fait un score impressionnant de 7,9 millions d'entrées. À titre de comparaison, le premier volet de La Reine des Neiges a enregistré 5,1 millions d'entrées. Bien évidemment, Tarzan ne possède pas le record du box-office en France pour un film Disney, mais il se hisse tout de même à la 10e place du classement sur un total de 75 films, où l'on retrouve Blanche-Neige et les 7 nains à la première place avec plus de 18 millions d'entrées. Ainsi, Tarzan clôture une décennie d'exception pour Disney où chaque film est au pire très bon, et au mieux excellent, tous connaissant soit un beau succès commercial, soit un véritable triomphe. L'animation y est excellente et les décors à couper le souffle, l'histoire est captivante et avec une fidélité à l'esprit du roman, surtout dans sa première partie. Le léger bémol viendrait peut-être du méchant qui s'avère peu intéressant, là où Disney nous avait habitués à des antagonistes souvent charismatiques, malgré leurs mauvaises intentions. Ainsi, la version Disney de Tarzan redonna un coup de fraîcheur à la licence de l'homme-singe et le fit rentrer de plein pied dans le XXIe siècle. Son dynamisme, sa modernité et sa fraîcheur en font donc l'un des meilleurs films d'animation de ces 20 dernières années, ou peut-être même de tous les temps.